À 7, l'angoisse ne retombe pas autour de Warren et Lizzie. Toujours retenus prisonniers, les deux jeunes savent désormais que chaque minute peut faire basculer leur destin. Warren aurait pu tenter sa chance, profiter d'une ouverture et disparaître, mais il a renoncé. L'idée de laisser Lizzie seule face à leur ravisseur lui était tout simplement insupportable. Dans cette pièce étouffante, Lizzie comprend peu à peu ce que ce choix signifie. Warren n'est pas resté parce qu'il croyait pouvoir maîtriser la situation, mais parce qu'il refusait que les hommes qui les retiennent se vengent sur elle. Cette pensée la bouleverse profondément, d'autant que rien ne garantit qu'ils sortiront vivants de cette épreuve. C'est alors que les mots qu'il retenait depuis trop longtemps finissent par tomber. Lizzie avoue à Warren qu'elle l'aime. Ce n'est pas le moment qu'elle aurait imaginé, mais l'urgence rend toute prudence inutile. Warren lui répond avec la même sincérité, il l'aime lui aussi, et elle est devenue ce qu'il possède de plus précieux. Pendant ce temps, loin de leur captivité, Diane reprend contact avec Marceau. Elle lui envoie un message pour qu'il vienne récupérer la part d'argent qui lui revient. Cette proposition porte pourtant le poids d'une affaire déjà dévastatrice. L'argent n'est plus une chance, il est devenu une menace permanente. Marceau, de son côté, ne parvient plus à regarder cette somme de la même manière. Les événements récents ont changé son regard sur ses billets. Les agressions, les menaces et la peur qui s'est installée autour d'eux montrent que conserver cet argent ne signifie pas seulement prendre un risque personnel. Cela expose désormais tous ceux qui gravitent autour d'eux. Dans le même temps, Ellie confie à Marceau une inquiétude qu'elle ne parvient plus à contenir. Depuis que Swazik a été agressé à cause de cette histoire d'argent, un sentiment de culpabilité la ronge. Elle se demande jusqu'où cette spirale peut aller, et une peur précise l'obsède désormais, que Samuel devienne, lui aussi, une victime de cette affaire. Marceau tente de la rassurer comme il peut. Il lui rappelle que ses souvenirs finiront peut-être par revenir, qu'il faut laisser le temps faire son travail. Mais ces paroles n'effacent pas l'angoisse d'Ellie. Derrière son inquiétude pour Samuel se lit surtout la sensation d'avoir perdu le contrôle sur une histoire dont personne ne mesure encore complètement les conséquences. Un peu plus tard, Milo retrouve Alex au hall. Sa présence apporte une parenthèse plus douce. Il lui dit simplement qu'il lui manquait, ce qui touche Alex. Puis Milo remarque un cadeau préparé à proximité. Alex lui explique qu'il est destiné à Judith, qui fête ses 23 ans. Milo manifeste aussitôt son envie de participer à ce moment familial. Il voudrait venir et partager cette journée avec eux. Mais Alex tempère son enthousiasme, Judith doit passer du temps avec ses amis. La réponse semble anodine, mais révèle déjà la fragilité de la situation familiale. Au commissariat, Nordine affiche une fatigue impossible à dissimuler. Sofia, amusée, lui fait remarquer qu'elle sait parfaitement qu'il s'est couché à 5 heures du matin à cause de Boris. Elle ajoute que Manon se sentirait délaissée parce qu'il passe trop de temps devant son jeu vidéo. Nordine finit par comprendre que Sofia le fait marcher. Cette légèreté ne dure pas longtemps. Au hall, Karim vient parler à Marco. Ce dernier affirme avoir reçu un message de Warren, mais son attitude éveille immédiatement les soupçons du policier. Karim connaît trop bien ce genre de silence. Il comprend que Marco lui cache quelque chose d'essentiel. Karim ne cherche pas à ménager son interlocuteur. Il lui rappelle que si Warren et Lizzie sont réellement en danger, ce n'est plus le moment de protéger un secret ou de gagner du temps. S'ils sont en danger, c'est maintenant qu'il faut le dire, lui lance-t-il. Marco se retrouve ainsi placé devant une responsabilité qu'il ne peut plus esquiver. Pendant ce temps, Marceau se rend chez Diane pour récupérer l'argent. Mais au lieu de repartir simplement avec sa part, la discussion prend une direction différente. Diane elle-même reconnaît qu'il serait dangereux de conserver cette somme. Plus les heures passent, plus l'argent semble attirer autour d'eux des menaces qu'ils ne peuvent ni anticiper ni contrôler. Marceau finit alors par prononcer la décision qui s'impose à lui. Pour lui, ils doivent rendre cet argent. Ce n'est plus une option, mais la seule issue raisonnable. On n'a pas le choix. Diane comprend que les billets qu'ils avaient voulu garder risquent désormais de coûter beaucoup plus cher que leur valeur réelle. À l'hôpital, Samuel reste au plus près de Swazik. Il s'est organisé pour travailler en binôme avec elle, afin qu'elle ne soit pas seule après l'agression qu'elle vient de subir. Swazik le remercie sincèrement de cette présence. Derrière sa force habituelle, elle laisse pourtant apparaître une peur plus profonde, celle de voir toute sa vie à s'être mise en cause. Elle confie à Samuel qu'elle redoute de devoir quitter la ville et recommencer ailleurs, comme si les événements pouvaient l'arracher brutalement à tout ce qu'elle connaît. Samuel refuse de laisser cette perspective s'imposer. Il lui assure qu'ils n'en sont pas là. Sa conviction ne supprime pas le danger, mais elle offre à Swazik un appui au moment où tout semble devenir incertain. Dans le même temps, Judith parle avec Nord de la soirée qui l'attend. Elle reconnaît qu'elle ne parvient pas à ne pas en vouloir à Alex, parce qu'elle voit Chloé souffrir.
L'idée d'un repas de famille ne l'enthousiasme donc pas. Elle pressent une ambiance lourde, faite de non-dits, de regards et de tensions que personne n'osera réellement nommer. Ainsi, alors que certains cherchent à sauver Warren et Lizzie, d'autres tentent simplement de préserver ce qui peut encore l'être autour d'eux. Marceau s'apprête à faire un choix décisif concernant l'argent, Karim pousse Marco à parler, et les deux otages restent suspendus à une issue inconnue. À 7, toutes ces trajectoires commencent inexorablement à converger. Marceau ne tarde pas à transformer sa décision en acte concret. Après avoir compris que conserver l'argent ne ferait qu'aggraver les choses, il se rend au commissariat avec le sac de billets. Lorsqu'il se retrouve face à Sarah, il ne cherche plus à dissimuler quoi que ce soit. Il lui explique simplement qu'il a retrouvé le sac et qu'il était enterré dans le sable, sur la plage. Pour Sarah, cette restitution change immédiatement la situation. L'argent, qui était jusque-là au centre de toutes les tensions, revient enfin entre les mains de la police. Mais l'urgence demeure entière. Warren et Lizzie sont toujours détenus, et personne ne sait encore exactement comment leurs ravisseurs comptent procéder. Chaque information peut désormais devenir décisive. Marceau, lui, semble avoir compris que cette somme n'a apporté autour de lui que peur et violence. En la rendant, il ne peut pas effacer ce qui s'est déjà produit, ni l'agression de Swazik, ni l'angoisse d'Ellie, ni le danger pesant sur Warren et Lizzie. Mais il choisit au moins de ne plus participer à cette fuite en avant. Pendant ce temps, chez George, Mona poursuit une bataille bien différente, mais tout aussi obstinée à ses yeux. Elle supporte de moins en moins de voir son fils célibataire et a décidé d'intervenir directement dans sa vie sentimentale. Sans vraiment lui demander son avis, elle lui a créé une page sur une application de rencontre, persuadée d'agir pour son bien. George découvre l'initiative avec beaucoup moins d'enthousiasme que sa mère. Il ne veut pas entendre parler de ce profil et lui demande clairement d'arrêter. Pour lui, Mona est allée trop loin. Il exige qu'elle supprime tout, refusant qu'elle organise sa vie amoureuse comme s'il était incapable de prendre lui-même ses décisions. Mais George connaît assez bien sa mère pour savoir qu'une simple protestation ne suffira peut-être pas. Il décide donc de changer de stratégie et se tourne vers Roxane. Son idée est désormais de piéger Mona à son propre jeu. Avec Roxane à ses côtés, il espère lui faire comprendre que certaines limites ne doivent pas être franchies. À quelques kilomètres de là, l'atmosphère devient brutalement plus sombre. Les ravisseurs de Warren et Lizzie passent à l'étape suivante de leur plan. Ils font monter les deux jeunes dans une voiture et leur placent des sacs sur la tête, les privant de tout repère. Pour Warren comme pour Lizzie, cette nouvelle étape rend le danger encore plus concret. Ils ne savent pas où on les conduit, ni ce qui va se passer une fois arrivés. Pourtant, dans cette obscurité imposée, une chose reste certaine, Warren n'a pas quitté Lizzie. Il aurait pu essayer de sauver sa propre peau auparavant, mais il a choisi de rester avec elle. Ce choix devient désormais leur unique point d'ancrage. Lizzie, qui lui a avoué son amour quelques heures plus tôt, sait aussi que leurs paroles ont pris une valeur différente dans un tel contexte. Ce qu'ils se sont dit n'était pas une déclaration légère, ni une promesse prononcée dans un moment heureux. C'était une vérité arrachée par la peur, au moment où aucun des deux ne savait s'il aurait encore l'occasion de parler. Dans le même temps, Marco se prépare à l'échange. Les ravisseurs attendent l'argent et il doit se rendre au rendez-vous. Les mises en garde de Karim résonnent encore. Si Warren et Lizzie sont en danger, il faut parler maintenant. Marco ne peut plus prétendre que la situation lui échappe ou qu'il peut gagner du temps sans conséquence. Le moment de la transaction arrive enfin. Les ravisseurs pensent pouvoir obtenir ce qu'ils réclament tout en gardant le contrôle sur leurs deux otages. Marco se présente au rendez-vous avec l'argent, sachant que la moindre erreur pourrait mettre Warren et Lizzie en péril. La tension est maximale, car tout repose sur quelques secondes. C'est alors que la police intervient. Karim et Sarah surgissent au moment critique et prennent les ravisseurs de court. L'opération, préparée autour de l'échange, permet enfin de renverser la situation. Les hommes qui retenaient Warren et Lizzie sont arrêtés, mettant brutalement fin à la peur qui pesait sur eux depuis leur enlèvement. Pour Lizzie et Warren, la libération arrive presque au moment où ils n'osaient plus imaginer une issue favorable. Après avoir été transportés les yeux couverts, après avoir attendu sans savoir ce que leurs ravisseurs décideraient d'eux, ils peuvent enfin comprendre que le cauchemar est terminé. Marco est là, et tous deux sont sains et saufs. La présence de Marco prend alors un sens particulier pour Warren. Quelques heures plus tôt, Karim avait senti que cet homme cachait quelque chose et lui avait rappelé l'urgence de la situation. Désormais, Marco est là au moment où Warren retrouve sa liberté. Le danger n'a pas disparu sans laisser de traces, mais l'essentiel est sauf. Sarah et Karim peuvent eux aussi mesurer l'importance de leur intervention. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer une somme d'argent ou d'arrêter deux hommes. Deux jeunes étaient directement menacés.
Leur arrivée au bon moment empêche l'échange de se transformer en drame et permet à Lizzie et Warren de sortir vivants de cette affaire. Pourtant, la libération ne signifie pas que tout redevient immédiatement normal. Warren doit encore répondre aux questions de la police. Il a été au cœur de cette histoire, et les enquêteurs ont besoin de comprendre ce qu'il savait, ce qu'il a fait et comment les événements ont pu atteindre un tel niveau de violence. Lizzie, de son côté, peut enfin retrouver ses frères. Jack et Jordan, qui ont vécu ces heures dans une inquiétude constante, la voient revenir saine et sauve. Après la peur de ne plus la revoir, ce simple retour prend une valeur immense. Il n'est pas nécessaire de grands discours pour comprendre ce que représente cet instant pour les Roussel. Le contraste est brutal avec ce qui se passait encore peu auparavant. Lizzie était enfermée, transportée par des hommes dangereux, incapable de savoir où elle allait. À présent, elle se retrouve auprès de Jack et Jordan. La menace physique immédiate a disparu, mais l'émotion accumulée reste là, trop forte pour s'effacer en quelques secondes. Pendant que Lizzie retrouve les siens, Warren reste au commissariat. Sa libération ouvre donc une autre étape, celle des explications. Les policiers doivent reconstituer le fil des événements, comprendre les motivations de chacun et déterminer comment cette affaire d'argent a entraîné enlèvement, chantage et violence autour de plusieurs habitants de Sète. Ainsi, la décision de Marceau de rendre le sac finit par rejoindre le travail de Sarah et Karim, tandis que Marco participe à l'échange qui permet de sauver les deux otages. L'argent que certains pensaient pouvoir garder s'est transformé en piège pour tous. Il aura fallu que chacun accepte enfin de regarder le danger en face pour que Warren et Lizzie puissent être libérés. Après la libération de Lizzie et Warren, Seth semble enfin pouvoir respirer, mais le soulagement n'efface pas tout ce qui vient de se produire. Warren est conduit au commissariat afin d'être entendu dans le calme. Il vient de sortir d'une situation extrêmement dangereuse, pourtant il doit déjà revenir sur les événements, mettre des mots sur les choix qu'il a faits et sur les heures qu'il vient de traverser. Face aux policiers, Warren retrouve peu à peu le fil de ce cauchemar. Son refus de fuir revient forcément au centre de son récit. Il aurait pu tenter de partir seul, mais l'idée d'abandonner Lizzie l'avait paralysé. Il savait surtout que les ravisseurs pouvaient lui faire payer cette fuite en s'en prenant à elle, une perspective qu'il ne pouvait accepter. Ce choix raconte mieux que n'importe quelle déclaration ce que Lizzie représente désormais pour lui. Lorsqu'elle lui avait dit qu'elle l'aimait, il lui avait répondu qu'elle était ce qu'il avait de plus précieux. Maintenant que la menace immédiate s'est éloignée, ses paroles prennent encore davantage de poids. Elles ne sont plus seulement liées à la peur, mais à la décision qu'il a réellement prise pour elle. Pendant ce temps, Lizzie retrouve Jack et Jordan. Pour les deux frères, la voir enfin devant eux est presque difficile à réaliser après l'angoisse accumulée. Ils ont dû imaginer le pire, attendre sans pouvoir agir directement, craindre qu'un appel ou une mauvaise nouvelle vienne tout faire basculer. Le retour de leur sœur brise enfin cette attente insupportable. Lizzie, elle aussi, mesure ce que représente cette réunion. Quelques heures auparavant, elle ignorait encore si elle reverrait sa famille. Elle était déplacée avec Warren, la tête couverte, privée de tout repère et de toute certitude. Désormais, les visages de Jack et Jordan lui rappellent qu'elle est rentrée dans un monde familier où elle n'a plus besoin de surveiller chaque bruit. Pourtant, aucune libération ne peut effacer immédiatement la peur. Derrière le soulagement, Lizzie garde forcément les traces de ce qu'elle vient de vivre. Les déclarations échangées avec Warren, son refus de partir sans elle et l'arrivée de la police se mélangent dans sa mémoire. Tout s'est enchaîné trop vite pour qu'elle puisse déjà remettre chaque émotion à sa place. Dans le même temps, chez les Delcourt, une autre tension se prépare autour d'un événement qui aurait dû être entièrement heureux. Judith fête ses 23 ans. Céleste, enthousiaste, participe à cette soirée familiale avec l'insouciance de son âge, loin des préoccupations qui troublent déjà les adultes autour de la table. Judith, elle, aborde cette soirée avec beaucoup moins de légèreté. Elle a confié à Nor qu'elle ne parvenait pas à ne pas en vouloir à Alex. À ses yeux, il fait souffrir Chloé, et cette impression suffit à gâcher l'idée même d'une réunion familiale. Elle s'attend à une mauvaise ambiance avant même que chacun ne soit installé. Alex tente pourtant de participer normalement à l'anniversaire de sa fille. Plus tôt, au hall, il avait reçu Milo, venu lui dire qu'il lui manquait. Le jeune garçon avait remarqué le cadeau destiné à Judith et souhaitait venir à la fête. Alex lui avait alors expliqué que Judith devait passer du temps avec ses amis, sans imaginer que Milo s'inviterait malgré lui au cœur de la soirée. Alors que les Delcourt sont réunis, Alex reçoit justement un message vocal de Milo. Le simple affichage de ce message suffit déjà à attirer l'attention de Judith. Elle insiste pour que son père l'écoute avec le son, devant tout le monde. Alex se retrouve alors contraint de faire entrer cette voix dans un espace familial où certaines questions semblent encore soigneusement évitées.
Le message est diffusé, et l'effet ne tarde pas. Céleste, qui écoute sans connaître tous les sous-entendus qui entourent les adultes, pose la question la plus simple et pourtant la plus gênante. Qui est Milo? Quelques mots seulement suffisent à modifier toute l'atmosphère autour de la table. Judith avait déjà anticipé une soirée tendue, mais cette question innocente rend soudain les non-dits impossibles à ignorer. Céleste ne cherche pas à provoquer qui que ce soit. Elle veut seulement comprendre pourquoi ce garçon envoie des messages à Alex. Pourtant, son interrogation oblige les autres à regarder directement une situation que chacun préférait peut-être tenir à distance. Alex se retrouve au centre de ce malaise. Quelques heures auparavant, Milo lui disait qu'il lui manquait et manifestait son désir d'être présent pour l'anniversaire de Judith. À présent, sa voix a traversé la pièce et suscité une question qui touche à l'équilibre même de la famille. L'émotion de la fête laisse place à une gêne beaucoup plus profonde. Pour Judith, cette scène ne peut qu'accentuer le ressentiment qu'elle avait déjà exprimé à Nord. Elle reproche à son père de rendre Chloé triste, et voilà qu'un message de Milo vient perturber un anniversaire qui devait normalement réunir les Delcourt. Le malaise qu'elle redoutait s'installe donc exactement là où elle l'attendait. Dans un autre registre, Georges poursuit son propre combat contre l'ingérence de Mona. Après avoir découvert que sa mère lui avait créé un profil sur une application de rencontre, il refuse catégoriquement de se prêter au jeu. Mona pense pouvoir provoquer une rencontre et mettre fin au célibat de son fils, mais Georges ne compte pas lui laisser organiser ainsi sa vie. Il se tourne donc vers Roxane avec une idée précise, lui rendre la monnaie de sa pièce. Au commissariat, les deux collègues imaginent comment piéger Mona. Pour Georges, ce petit complot n'est pas seulement une plaisanterie. Il veut surtout faire comprendre à sa mère qu'elle ne peut pas intervenir dans ses choix personnels à chaque fois que sa situation sentimentale lui déplaît. Cette parenthèse plus légère contraste avec ce qui se joue ailleurs. Tandis que Georges et Roxane pensent à une façon de retourner le piège contre Mona, Warren est encore interrogé, Lizzie tente de retrouver une forme de sécurité auprès de Jack et Jordan, et les Delcourt doivent gérer une question que personne n'avait prévu d'entendre pendant l'anniversaire. À 7, les crises ne prennent donc pas toujours la même forme. Certaines passent par un enlèvement et une opération de police, d'autres par une simple voix enregistrée qui fait surgir un secret ou un malaise familial. Pour tous, cependant, le résultat est identique, ce qui était encore caché quelques minutes auparavant commence à remonter brutalement à la surface. Et tandis que l'anniversaire de Judith s'enfonce dans une gêne silencieuse, une autre menace se prépare déjà ailleurs. Au commissariat, Nordine doit assurer son astreinte malgré sa fatigue. Il ignore encore qu'un simple message vocal va bientôt transformer cette nuit ordinaire en commencement d'une nouvelle énigme beaucoup plus inquiétante. Au commissariat, Nordine lutte contre la fatigue. Sa nuit a été courte, et la plaisanterie de Sofia sur Boris et les jeux vidéo lui revient encore en mémoire. Pourtant, le calme apparent de cette permanence ne dure pas. Derrière les écrans, les dossiers et les lumières froides du poste, quelque chose de bien plus inquiétant se prépare sans qu'il puisse encore le deviner. Alors qu'il assure son astreinte, Nordine reçoit un message vocal directement sur l'ordinateur du commissariat. La façon dont ce message arrive suffit déjà à éveiller son attention. Ce n'est pas un échange ordinaire, ni une plaisanterie envoyée par un collègue. Il met ses écouteurs et lance l'enregistrement, sans imaginer qu'une voix étrange va immédiatement changer l'atmosphère autour de lui. Le message commence par une phrase énigmatique. « Je ne suis pas roi, mais je suis une princesse. Trouvez-moi avant lui sinon », la voix semble artificielle, comme générée par une intelligence artificielle, froide et dépourvue d'émotion. Nordine écoute attentivement, cherchant déjà à comprendre ce que peut cacher cette formulation volontairement mystérieuse. Mais l'enregistrement ne s'arrête pas à cette devinette. Après les derniers mots, des hurlements retentissent soudain. Cette rupture brutale transforme immédiatement ce qui aurait pu ressembler à un jeu en une menace beaucoup plus sérieuse. Nordine comprend que quelqu'un cherche à provoquer la police et que derrière cette voix artificielle pourrait se trouver une personne réellement en danger. La phrase sur la « princesse » prend alors une dimension inquiétante. Il faut la retrouver avant, lui, sans que personne ne sache encore qui se cache derrière ce pronom. Le message semble imposer ses propres règles, comme si un inconnu venait de lancer un défi à la police. Et les cris entendus à la fin laissent planer la possibilité d'un drame imminent. Nordine, malgré son épuisement, n'a plus rien du jeune homme fatigué quelques instants auparavant. Son attention se concentre entièrement sur ce nouvel élément. Il sait que la voix peut être falsifiée, que la technologie permet de masquer une identité, mais les hurlements donnent à l'enregistrement une urgence impossible à ignorer. Quelqu'un vient peut-être de les entraîner dans un jeu dont ils ne connaissent pas encore les règles. Pendant ce temps, la libération de Lizzie et Warren continue d'occuper les esprits.
Pour Jack et Jordan, retrouver leur sœur saine et sauve reste un immense soulagement. Ils peuvent enfin la voir, lui parler et constater qu'elle est réellement revenue. Après l'attente et la peur, cette présence physique suffit presque à ramener un peu de stabilité dans leur monde. Lizzie n'oublie pourtant pas Warren. Tandis qu'elle retrouve ses frères, lui reste au commissariat pour être interrogée. Cette séparation après leur captivité a quelque chose d'étrange. Quelques heures plus tôt, ils étaient enfermés ensemble, persuadés que chaque décision pouvait leur coûter cher. Maintenant, chacun doit retrouver sa place, mais ce qu'ils ont vécu les lie désormais d'une façon nouvelle. La déclaration qu'ils se sont faite dans leur prison conserve toute sa force. Lizzie lui avait avoué qu'elle l'aimait, et Warren lui avait répondu qu'elle était ce qu'il avait de plus précieux. Ces mots n'ont pas été prononcés pour embellir un moment heureux. Ils ont été échangés alors que tous deux pensaient pouvoir perdre l'autre, ce qui leur donne une intensité impossible à effacer. Warren doit désormais raconter ce qu'il sait aux policiers. Son audition ne signifie pas qu'il est encore en danger, mais elle marque le retour à une autre réalité, celle des faits, des responsabilités et des explications. Après l'instinct et la peur viennent les questions précises. Chaque détail peut aider Sarah et Karim à comprendre comment les ravisseurs ont agi et comment l'affaire a pu aller aussi loin. Marceau, lui, a déjà franchi une étape essentielle en rapportant le sac de billets. Son choix contraste avec l'attitude qu'il aurait pu adopter auparavant. Il aurait pu garder sa part et se convaincre que l'histoire finirait par se calmer. Au contraire, il a compris que cette somme était devenue le centre d'un engrenage dangereux, et que continuer à la conserver ne ferait qu'alimenter la menace. La décision de rendre l'argent apparaît d'autant plus importante que Swazik a déjà payé le prix de cette affaire. Son agression n'est plus un avertissement abstrait, elle démontre que ceux qui cherchent cet argent sont prêts à s'en prendre directement aux personnes. Marceau comprend désormais que la responsabilité ne consiste plus à protéger les billets, mais à empêcher que d'autres soient blessés. À l'hôpital, Samuel continue justement de rester proche de Swazik. Il sait que sa peur ne disparaîtra pas simplement parce qu'il lui promet que tout ira bien. Lorsqu'elle évoque la possibilité de quitter Seth, ce n'est pas seulement un changement de ville qu'elle redoute. C'est l'idée de devoir abandonner sa vie, ses habitudes et tous ses repères à cause d'une menace qu'elle n'a jamais choisie. Samuel refuse pourtant de considérer ce départ comme inévitable. Sa présence en binôme avec elle devient une façon concrète de lui montrer qu'elle n'est pas seule. Il ne peut pas effacer l'agression ni garantir que le danger est terminé, mais il peut rester là, à ses côtés, et empêcher la peur de décider à sa place. Dans le même temps, l'anniversaire de Judith reste marqué par la question de Céleste. Qui est Milo ? Quelques mots innocents ont suffi à tendre toute la table. Pour l'enfant, il s'agit seulement de comprendre. Pour les adultes, cette question touche à quelque chose de beaucoup plus sensible, et chacun mesure immédiatement le poids du message vocal qu'Alex vient d'écouter. Judith observe son père avec le ressentiment qu'elle avait déjà confié à Nor. Elle n'avait pas envie de cette soirée précisément parce qu'elle craignait une mauvaise ambiance. Maintenant que Milo s'est invité par sa voix au milieu de la famille, son malaise ne peut que grandir. Elle voit dans cette situation une nouvelle preuve de ce qu'elle reproche à Alex. Alex, de son côté, ne peut oublier la visite de Milo au hall. Le garçon lui avait dit qu'il lui manquait et avait manifesté spontanément l'envie d'être présent pour l'anniversaire de Judith. Ce désir de proximité semblait touchant dans l'intimité de leur échange. À table, cependant, le même lien devient une source de questions et de tensions qu'Alex ne peut plus éviter. Ainsi, plusieurs histoires semblent se refermer tandis qu'une nouvelle menace s'ouvre. Warren et Lizzie ont été sauvés, Marceau a rendu l'argent et les ravisseurs ont été arrêtés. Pourtant, le calme reste fragile. Une famille se déchire autour d'un simple message vocal, et au commissariat, une voix artificielle vient de lancer un défi dont personne ne connaît encore l'issue. Les cris entendus par Nordine résonnent comme un avertissement. Après avoir empêché le drame autour de Warren et Lizzie, la police de Seth n'a presque aucun répit. Une mystérieuse « princesse » doit maintenant être retrouvée avant un homme inconnu. Et derrière cette énigme, une nouvelle course contre la montre semble déjà avoir commencé. La journée s'achève donc sur un étrange mélange de soulagement et d'inquiétude. Pour Warren et Lizzie, l'essentiel est désormais acquis, ils sont libres. Quelques heures plus tôt, ils étaient encore prisonniers, incapables de savoir si leur ravisseur allait respecter leurs paroles. À présent, le piège s'est refermé sur ceux qui les retenaient, grâce à l'intervention de Sarah et Karim. Marco peut enfin constater que Warren est sain et sauf. La pression qui pesait sur lui depuis l'avertissement de Karim retombe progressivement. Le policier avait senti qu'il cachait quelque chose et lui avait rappelé qu'en cas de danger, le silence pouvait avoir des conséquences dramatiques. L'échange d'argent aura finalement permis à la police d'intervenir au moment décisif et d'éviter le pire.
Marceau, lui, a joué un rôle essentiel en choisissant de rendre les billets. En apportant le sac à Sarah et en révélant qu'il avait été enterré dans le sable sur la plage, il a définitivement renoncé à conserver une somme devenue trop dangereuse. Ce geste marque un tournant. Pour une fois, l'argent cesse d'être une tentation et devient une responsabilité qu'il accepte d'assumer. Cette décision n'est pas sans lien avec ce qu'elle lui avait confié. La jeune femme se sentait profondément coupable après l'agression de Swazik et redoutait qu'un autre proche soit touché, notamment Samuel. Face à cette peur, Marceau avait compris que continuer à garder les billets reviendrait à attendre passivement qu'un nouveau drame se produise autour d'eux. Diane elle-même avait fini par reconnaître le danger. Lorsqu'elle avait demandé à Marceau de venir chercher sa part, elle savait déjà que conserver l'argent pouvait attirer d'autres représailles. La réponse de Marceau avait alors été claire, il devait tout rendre. On n'a pas le choix. Une phrase simple, mais qui résumait parfaitement l'impasse dans laquelle il s'était enfermé. À l'hôpital, Swazik peut de son côté compter sur Samuel. Son inquiétude reste entière, mais sa présence lui offre au moins un point d'appui. Depuis l'agression, elle imagine déjà le scénario le plus radical, quitter Seth et recommencer sa vie ailleurs. Ce serait renoncer à tout ce qu'elle a construit pour tenter d'échapper à une menace qui a brutalement envahi son quotidien. Samuel refuse cependant de la laisser sombrer dans cette perspective. Il demeure persuadé qu'ils n'en arriveront pas là. Son choix de travailler en binôme avec elle n'est pas seulement pratique. Il constitue une manière de lui rappeler qu'elle n'a pas à affronter seule les conséquences d'une affaire qui, quelques jours auparavant encore, paraissait pouvoir rester sous contrôle. Pendant ce temps, Lizzie retrouve enfin un environnement où elle se sent protégée. Jack et Jordan sont auprès d'elle. La peur de la perdre peut laisser place au soulagement, même si les heures passées en captivité ne disparaîtront pas immédiatement de leur mémoire. Pour les deux frères, revoir leur sœur devient la confirmation que cette histoire aurait pu se terminer beaucoup plus tragiquement. Warren, lui, reste momentanément séparé de Lizzie parce que les policiers doivent l'interroger. Cette audition est indispensable après tout ce qui s'est passé. Il doit revenir sur les ravisseurs, l'argent, les menaces et le déroulement de leur captivité. Mais au-delà des faits, une vérité restera liée à cette épreuve. Lorsqu'il pouvait partir, Warren a choisi de rester. Il avait peur que ses ravisseurs utilisent Lizzie pour lui faire payer sa fuite. Il a donc renoncé à sauver uniquement sa propre vie. Ce choix a conduit Lizzie à lui dire qu'elle l'aimait, et Warren à lui répondre qu'elle était ce qu'il avait de plus précieux. Leur relation ressort profondément transformée de ces heures où la peur ne leur permettait plus de tricher avec leurs sentiments. Chez les Delcourt, le climat reste beaucoup moins apaisé. La fête d'anniversaire de Judith aurait dû être un moment léger, mais la voix de Milo a fait surgir un malaise impossible à ignorer. En demandant simplement qui était ce garçon, Céleste a posé la question que les adultes auraient probablement préféré éviter au milieu de ce dîner. Judith n'avait déjà pas envie de participer à cette soirée familiale. Elle avait confié à Nor qu'elle en voulait à Alex parce qu'elle le considérait responsable de la tristesse de Chloé. Le message de Milo vient donc renforcer un ressentiment déjà présent. Pour elle, cette fête confirme presque toutes les tensions qu'elle craignait avant même de s'asseoir autour de la table. Alex se retrouve pris entre plusieurs émotions. Il avait été touché lorsque Milo était venu le voir au hall pour lui dire qu'il lui manquait. Le garçon avait même voulu participer à l'anniversaire de Judith en découvrant son cadeau. Alex lui avait expliqué que Judith devait retrouver ses amis, mais ce lien finit tout de même par s'inviter dans la soirée. Céleste, elle, ne connaît pas les implications de sa question. Son innocence rend même la scène encore plus inconfortable, car personne ne peut véritablement lui reprocher de vouloir comprendre. Elle entend une voix inconnue adresser un message à son père et demande naturellement son identité. Autour d'elle, pourtant, les adultes savent que la réponse risque de compliquer davantage un équilibre déjà fragile. George affronte des préoccupations beaucoup moins dramatiques. Mona persiste à vouloir régler son célibat à sa place, allant jusqu'à lui créer un profil sur une application de rencontre. George lui a demandé de supprimer cette initiative, mais il décide surtout de solliciter Roxane afin de préparer un piège à sa mère et lui rendre la monnaie de sa pièce. Cette histoire apporte un peu de légèreté au commissariat, mais elle ne suffit pas à masquer le danger qui vient de faire son entrée dans les locaux. Nordine, épuisée après une nuit trop courte, pensait probablement pouvoir assurer une permanence relativement tranquille. Le message reçu sur l'ordinateur vient cependant bouleverser cette impression en quelques secondes. Avec ses écouteurs, il entend une voix artificielle prononcer une énigme glaçante. « Je ne suis pas roi, mais je suis une princesse. Trouvez-moi avant lui sinon », puis des hurlements éclatent. La nature de la voix laisse penser qu'une intelligence artificielle a pu être utilisée pour masquer l'identité de la personne derrière cette menace. Cette fois, il ne s'agit plus des ravisseurs de Lizzie et Warren.
Une nouvelle affaire semble débuter exactement au moment où la précédente vient à peine de connaître son dénouement. Quelqu'un cherche manifestement à attirer l'attention de la police, à lui imposer un jeu et surtout une course contre un adversaire encore totalement inconnu. Nordine comprend immédiatement que ces cris rendent impossible toute banalisation du message. Une « princesse » doit être retrouvée avant, lui, faute de quoi quelque chose de grave pourrait se produire. Qui est cette personne? Qui est l'homme évoqué? Pourquoi avoir envoyé ce défi directement au commissariat? Pour l'instant, le message ne fournit aucune réponse. Ainsi se referme cette journée particulièrement mouvementée à 7. Marceau a finalement rendu l'argent, Marco a participé à l'échange, Sarah et Karim ont arrêté les ravisseurs et Warren comme Lizzie ont été sauvés in extremis. Une menace s'éteint donc, mais une autre apparaît immédiatement, comme si la ville refusait d'accorder le moindre répit à ses habitants. Et alors que Lizzie retrouve Jack et Jordan, que Warren doit encore s'expliquer devant la police et que les Delcourt restent figés dans le malaise provoqué par Milo, Nordine se retrouve désormais face à une énigme autrement inquiétante. Derrière une voix artificielle et des hurlements, quelqu'un vient peut-être de lancer le prochain cauchemar de Seth.